selon la de envisager qu'on avait vraiment que chacun dans sa gauche, chacun par rapport à ces valeurs-là. Et après, ça a pris quelques années dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de pour un incendie qui était dans le secteur des génies sociaux. Vraiment, le gouvernement fédéral et provincial doivent s'asseoir et trouver une façon de respecter la déclaration qu'ils ont faite il y a quand même quelques années, puis de trouver des solutions pour que l'ensemble des troupeaux ait finalement une diminution de leur taux de perturbation pour que ce ne soit pas plus que 35%. Nous recevons aujourd'hui Alice Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, pour faire le point sur la situation critique du caribou de la Gaspésie. Si les enclos de maternité ont permis des naissances et stabilisent temporairement la population autour de 25 individus, l'habitat naturel continue de se dégrader, principalement à cause de l'aménagement forestier. Face à cette menace bien documentée, Madame Simard déplore l'incertitude persistante. Le projet pilote québécois est au point mort et le décret fédéral promis se fait toujours attendre. Elle appelle les gouvernements provincial et fédéral à agir de concert pour restaurer l'habitat et soutenir une transition économique durable pour les communautés locales, affirmant qu'il n'est pas trop tard. Est-ce que, pour commencer, je ne sais pas, ce serait une bonne façon de le faire, mais de faire un bilan de la santé de la population du caribou de la Gaspésie aujourd'hui? Je sais qu'on entendait parler de 35 individus, il y a des rapports plus récents qui mentionnent des chiffres critiques de 24, 25, et parler un peu aussi où on en est exactement aussi avec les naissances. Mm-hmm. Oui, exactement. Donc, oui, les plus récents inventaires disent que comme sur les 3 principaux monts où se retrouvent les caribous, finalement, là, il y aurait peut-être à peu près comme 25 individus. Il y a une partie de ces individus-là là, qui sont en enclos là, présentement. Dans le fond, ce que le ministère a envoyé comme information en juillet dernier, c'est qu'il y aurait 6 bébés là, qui sont nés en enclos en Gaspésie. Puis il y a quand même une des 8 femelles qui était gestante qui est décédée. Puis il y a 2 fans qui sont décédés aussi là. Donc ça risque que tu sais c'est sûr que le bilan est quand même intéressant. Maintenant, donc en date de juillet dernier, il y a maintenant là 24 caribous au total qui se retrouvent en enclos. Donc, il y a 9 femelles, 3 mâles, puis 6 juvéniles qu'on appelle, là, c'est comme un bébé de l'année dernière, puis 6 fans de cette année-là. Donc, ça reste qu'au total, il y a eu des avantages, clairement, aux enclos. Ça a permis des naissances, ça a permis que les femelles survivent, tu sais, à la gestation, qu'il y ait quand même des bébés qui puissent naître et survivre aussi, surtout au moment où ils sont plus critiques, où leur état est le plus critique dès la naissance. Mais dans les faits, ça reste que la situation à l'extérieur dans l'enclos, dans l'habitat, elle ne s'améliore pas. Là. Ok, parce qu'on on entend beaucoup parler au niveau des menaces. Bon, on parle entre autres des chemins forestiers, des prédateurs. Il y avait aussi beaucoup les travaux forestiers là qui sont autorisés, il me semble, à même la zone. Est-ce que vous pouvez comme ça, on peut savoir exactement qu'est-ce qui menace concrètement le caribou à l'extérieur de l'enclos? Donc les menaces, elles sont bien connues, bien documentées, tant de la part de scientifiques, experts, externes, des professeurs d'université, par exemple, des étudiants à la maîtrise au doctorat, étudiants. Ça c'est bien documenté, mais même au sein du ministère même aussi, c'est bien documenté les menaces. Donc, on se rappelle on le rappelle si c'est pas le cas, le gouvernement avait mandaté ses biologistes pour réaliser une revue de littérature sur les causes du déclin du caribou forestier et montagnard. Et pour le caribou de la Gaspésie, c'est comme pour le restant des autres caribou forestier, montagnard, c'est vraiment l'aménagement forestier principalement là, qui est la cause du déclin. C'est la dégradation de l'habitat en premier, puis la dégradation de l'habitat, c'est principalement par l'aménagement forestier. C'est le rajeunissement des forêts qui amène l'orignal principalement, puis qui amène une augmentation donc de la prédation par le fait même aussi. Encore une fois, tu sais, les prédateurs peuvent se déplacer plus facilement à travers les chemins forestiers. Ils sont attirés par les autres espèces, l'orignal par exemple, puis après ça viennent s'attaquer au caribou aussi. Bref,
Tout ça est bien documenté, prédation accrue qui résulte de l'aménagement forestier. Puis à la base, c'est vraiment cette dégradation de l'habitat-là où est-ce qu'on passe de forêts matures à des forêts qui sont vraiment plus rajeunies, finalement. Et le caribou aussi a besoin de forêts matures même pour s'alimenter aussi. C'est pas seulement une question de prédation. Donc, s'alimente beaucoup l'hiver avec du lichen, par exemple, qu'on retrouve dans des forêts qui sont vraiment matures. Donc, tout ça, encore une fois, est bien documenté. Ce n'est pas que le caribou est particulièrement sensible à la crise climatique, par exemple. Oui, ça peut venir être un facteur, mais ce n'est pas la menace principale. La menace principale, c'est bien clair, c'est la dégradation de l'habitat. C'est pour ça que les objectifs gouvernementaux veulent ramener finalement les habitats sous un seuil là, de moins de 35% de dégradation, puis avec des seuils de moins de 35% de dégradation, de perturbation en fait qu'on dit, eh bien les espèces, les troupeaux en fait ont 2 chances sur 3 là, de se rétablir. Donc encore une fois, les objectifs gouvernementaux, c'est que si on ramène le seuil de perturbation sous 35% dans l'habitat, les caribous ont 2 chances sur 3 de se rétablir et de survivre. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada se sont entendus il y a quelques années. Ils ont signé une lettre, une déclaration commune dans laquelle ils s'entendaient tous les deux à venir s'assurer que l'habitat de tous les troupeaux de caribous forestiers et montagnards au Québec ait finalement un seuil de perturbation là, sous 35% dans l'ensemble des habitats. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont fait comme déclaration commune. Depuis ce temps-là, par contre, il y a des mesures qui ont été mises en place, oui, mais les taux de perturbation restent encore beaucoup trop élevés. Parce que on entend souvent quand on fait des entrevues, soit le terme d'inaction ou de stagnation, ou comme si l'urgence n'était pas prise au sérieux. Puis on avait un peu cette impression qu'au niveau de la scène politique, un genre de Québec versus Ottawa là-dedans. Là, je comprends maintenant qu'il y a quand même quelque chose qui était entendu ou signé de façon commune. Mais comment vous voyez la scène politique aussi faire un peu une mise à jour de ce côté-là? Ouais, c'est ça. Bon, au niveau politique, le gouvernement du Québec, au niveau du gouvernement du Québec, il y a eu une consultation sur des projets pilotes. Donc, il y avait un projet pilote finalement de protection du caribou en Gaspésie. Et il y avait une consultation sur ce projet pilote qui s'est terminée le 31 octobre 2024. Donc, ça fait 1 an finalement que cette consultation-là s'est terminée. Et il n'y a toujours pas de nouvelles sur le projet pilote final. Donc, théoriquement, c'était un projet pilote. Et même si ça fait 1 an que la consultation est terminée, on n'a toujours pas de nouvelles de qu'est-ce qui se passe. En Haute-Gaspésie, on l'a vu quand même, il y a eu une mobilisation de quelques acteurs régionaux, notamment de la MRC de la Haute-Gaspésie, puis des acteurs de la Haute-Gaspésie aussi qui ont dénoncé le projet pilote et qui ont fait leurs propres propositions au gouvernement du Québec sur quelles mesures devraient être mises en place. Nous, c'est sûr qu'on a déploré que dans les propositions qui étaient mises de l'avant par la MRC de la Haute-Gaspésie, il y avait des propositions qui étaient complètement farfelues. Par exemple, de créer une serre à lichen pour le caribou, ce qui est, comme à toute fin pratique, techniquement impossible, et qui rejetait finalement toutes les mesures de protection de l'habitat. C'est dans ce document-là aussi, il y avait quand même une remise en question du consensus scientifique sur les raisons de la cause du déclin, qui, selon nous, là, tu sais, c'est des mauvaises informations là qui sont véhiculées comme ça quand on remet en doute le consensus scientifique. Donc, pour nous, on a dénoncé ce document. Puis on a invité le gouvernement à ne pas finalement se baser sur ce document-là pour prendre ses décisions. Et ce qu'on s'était fait dire même, c'est que le gouvernement attendait théoriquement ces propositions-là de la MRC de la Haute-Gaspésie avant d'aller de l'avant avec le projet pilote. Pourtant, tu sais, ils les ont en main depuis plusieurs mois, ces propositions-là, puis il n'y a toujours rien
qui avance, là. On n'a toujours pas d'idée que le projet pilote irait de l'avant. Puis même nous, ce qu'on a entendu entre les lignes, c'est que ça serait peut-être même abandonner le projet pilote. J'ose espérer que ce n'est pas le cas, puis que ce sont des fausses rumeurs, parce que ça serait vraiment déplorable que le gouvernement du Québec là, jette l'éponge complètement, puis ne respecte pas son obligation, son devoir de protéger les caribous en Gaspésie. D'accord. Parallèlement à ça, veut pas, au niveau fédéral, il y a un gouvernement. Bon, le gouvernement changé, veut pas. Ça risque que c'est le même gouvernement libéral qui est au pouvoir, mais sous M. Mark Carney. Donc, on l'a vu avec tout ce qui se passe avec les États-Unis aussi, et comme les priorités gouvernementales ont un peu changé. Et bon, la menace d'un décret fédéral, on ne sait pas ce qui se passe en fait avec cette menace-là. Est-ce que la menace plane toujours? Parce qu'il n'y a jamais eu d'annonce comme quoi le décret n'irait pas de l'avant. Mais il n'y a jamais eu d'annonce comme quoi le décret irait de l'avant non plus. Tu sais, est-ce que ça... Bref, on n'a juste aucune nouvelle sur qu'est-ce qui se passe avec le décret fédéral qui était prévu. Puis, pour nous, à Nature Québec, ben, on déplore ça puisque, tu sais, c'est que les communautés sont encore dans l'incertitude. Donc, on le sait, là, quand le décret fédéral, on entendait beaucoup parler à l'été 2024, il y a des communautés forestières qui se sont rendues à Ottawa, qui se sont beaucoup mobilisées. Puis, on comprend ça, là, tu sais, nous, on a un souci à Nature Québec aussi de s'assurer de limiter les impacts sur les communautés forestières. À Nature Québec, on veut pas voir des villages fermés, absolument pas. On veut trouver un équilibre entre préserver une espèce puis s'assurer qu'on préserve l'économie régionale aussi. Donc, on veut que ces communautés-là puissent avoir leur juste aussi. Puis en Haute-Gaspésie, c'est le cas aussi. La menace du décret comme plane toujours parce qu'il n'y a pas eu d'annonce comme quoi que ça n'irait pas de l'avant. Donc, c'est difficile. Le projet pilote aussi plane toujours. Bref, c'est de l'incertitude dans les faits pour tout le monde. Puis pendant toute cette incertitude-là, c'est vrai que ça peut être problématique au niveau des investissements, par exemple, parce qu'il y a des investissements que des acteurs économiques voudront pas faire parce qu'il y a comme l'incertitude. Ça, c'est pas bon pour l'économie régionale. Puis, mais pendant ce temps-là, ça vient comme un peu peut-être nuire à l'économie régionale, mais pendant ce temps-là, le caribou, il est pas plus protégé, tu sais. Il y a pas plus de mesures. Donc, tout le monde perd en ce moment avec cette incertitude-là. C'est pour ça que pour nous, c'est ce qu'on demande au gouvernement, tant fédéral que provincial, c'est d'avancer là, ensemble, de trouver des solutions concrètes. Puis nous, c'est des choses qu'on fait si on rencontre des représentants du gouvernement. On met beaucoup ça de l'avant qu'il faut de la prévisibilité pour les communautés, pour les acteurs régionaux aussi. Il faut dire vos intentions, il faut aller de l'avant, tu sais, puis agir. Donc, présentement, tout le monde est dans le flou et le caribou continue de disparaître, tu sais. Est-ce que c'est juste de dire que, à vous entendre, que le compromis, c'est pas une bonne façon? La partie, je parle économique versus conservation, parce que souvent on dit que c'est un faux débat aussi, j'entends ça, donc qu'il y aurait comme peut-être une troisième voie, ou que dans le fond que cette idée du compromis, c'est comme polariser quelque chose, mais que dans le fond on pourrait très bien se tourner vers autre chose. Exact. Oui, c'est la position nous, qu'on défend depuis le début. C'est possible. Il y a une troisième voie possible. C'est possible de créer une économie régionale qui est forte et qui nous permet de respecter quand même nos obligations légales en matière de protection des espèces menacées et qui nous permet aussi de protéger finalement nos écosystèmes parce que même en Haute-Gaspésie notamment, la nature, elle est importante même. Activités économiques, là, il y a beaucoup d'activités récréotouristiques qui sont réalisées là. Il y a beaucoup de touristes qui vont là-bas pour la belle nature de la Haute-Gaspésie. Il faut la préserver. Donc, ça peut être gagnant de préserver aussi cette nature-là pour l'économie. Puis, c'est possible d'avoir des pratiques forestières aussi qui vont permettre quand même la survie du caribou. Donc, c'est pour ça que nous, à Nature Québec, on travaille dans les dossiers forestiers beaucoup avec les syndicats qui représentent les travailleurs et travailleuses de la filière forestière, parce qu'on est d'avis qu'il y a une voie qui est possible, il y a une transition qui peut être possible vers des emplois qui sont vraiment durables puis qui vont permettre de favoriser aussi le maintien puis le rétablissement de la biodiversité. Parce que présentement, c'est pas juste en Haute-Gaspésie ou, tu sais, c'est partout au Québec, dans les régions forestières, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on constate, c'est que la forêt s'appauvrit,
puis les travailleurs aussi, puis les communautés aussi, puis la biodiversité aussi. Et il y a possibilité, là, finalement, de limiter cet appauvrissement-là. Là. On pourrait terminer peut-être sur une perspective d'avenir. Je ne sais pas. Alors, ma question, c'est assez simple. C'est à qui de faire le prochain pas là-dedans pour Ouais. que les choses Pour avancent? nous, c'est vraiment le gouvernement fédéral et provincial doivent s'asseoir et trouver une façon de respecter la déclaration qu'ils ont faite il y a quand même quelques années, puis de trouver des solutions pour que l'ensemble des troupeaux ait finalement une diminution de leur taux de perturbation pour que ça soit pas plus que 35%. Puis pour ça, ben, s'il faut mettre de l'argent pour compenser certains impacts socio-économiques, qu'ils le fassent pour venir soutenir les communautés, pour venir soutenir les travailleurs et travailleuses. Il faut que les deux gouvernements s'allient ensemble pour venir compenser ces pertes-là, puis pour venir travailler justement avec le milieu, avec les acteurs, avec les travailleurs et travailleuses, pour trouver des solutions. Ça peut passer par une révision de la stratégie industrielle, tu sais. Veut pas, le gouvernement actuellement nous force à revoir un petit peu la façon dont on exploite nos forêts, parce qu'on peut pas juste, tu sais, exporter du 2x4 là, finalement aux États-Unis, là, tu sais, il y a comme ça va être difficile, là. Donc il faut trouver une façon de venir mieux valoriser les produits du bois, trouver des nouveaux marchés par exemple, puis il faut trouver une façon aussi d'accompagner les travailleurs et travailleuses pour ne laisser personne derrière aussi. Donc ça nous prend un plan de transition aussi pour ce secteur-là. Puis bref, ça, c'est quelque chose que les acteurs demandent, pas juste nous à Nature Québec. Puis ça prend vraiment là, les deux paliers de gouvernement qui s'assoient ensemble, puis qui trouvent des solutions avec les acteurs, puis qui mettent les sous aussi là, pour venir soutenir ça. Faut pas laisser les régions de côté, là, tu sais. Faut pas les laisser tomber du tout, là, surtout dans le contexte économique actuel. Puis pour nous, on trouve que justement, diversifier l'économie régionale, réviser la façon dont on exploite les forêts, c'est une voie d'avenir super intéressante pour développer l'économie des régions. Là. Ce que je comprends, c'est que il n'est pas trop tard. Il y en a qui sont pessimistes, d'autres essayent de l'être un peu moins. Il n'est pas trop tard, assurément pas. Puis justement, on le voit que dans les enclos, il y a des taux de fécondité intéressants. Donc, tu sais, les enclos fonctionnent. Maintenant, il faut venir restaurer l'habitat pour qu'on puisse sortir les caribous des enclos. Ça, c'est essentiel parce que c'est pas les enclos, c'est pas un zoo où les caribous vont mourir là. C'est pas ça là. Le but, c'est qu'il faut qu'ils sortent éventuellement, mais pour ça, il faut que l'habitat soit restauré. Donc, au moins, la population n'est pas en train de disparaître parce que les enclos sont là. Mais maintenant, il faut s'assurer qu'on puisse les sortir en restaurant l'habitat. Merci beaucoup, Alice Anne, pour votre temps. Merci à vous.